Ok, donc vous êtes dans Illustrator, vous avez certainement la palette des outils en une colonne, vous confirmez? Elle est en deux colonnes chez vous? Tiens, tiens. Et les palettes, elles sont mises un peu n'importe comment? Tiens, tiens. Ça veut dire que, apparemment, les préférences des utilisateurs d'avant restent. Et donc, on va remettre à zéro Illustrator, c'est quand même mieux, parce que j'aimerais que tout le monde démarre avec un Illustrator tel qu'il est la première fois qu'on l'utilise, juste après l'avoir installé. Donc, vous allez quitter Illustrator, vous allez dans le menu Illustrator, vous faites quitter Illustrator. I quit you, bastard. Bon, alors on va redémarrer Illustrator en appuyant sur certaines touches. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes versions récentes de Illustrator 2015, 2015.3 sont en anglais et nous sommes dans un labo avec Illustrator en anglais, donc je vais utiliser en français. Nous sommes dans un labo avec Illustrator en français, donc je vais utiliser la seule version française que j'ai actuellement installée sur mon ordinateur, c'est la 2014. Mais bon, ça devrait aller, on devrait s'en sortir malgré tout. Bien. Donc vous prenez évidemment votre dernière version et au moment du démarrage, vous allez enfoncer trois touches comme ceci, de manière à faire apparaître un message qui va proposer... Non, il n'y a pas de message ici dans Illustrator. Mais on enfonce trois touches et dans le panneau de démarrage, quelles touches je vais vous dire. Dans le panneau de démarrage, vous devriez voir à un certain moment mise à jour du menu des polices. Et ça veut dire qu'on a remis Illustrator dans la mesure du possible à zéro, mais pas tout, hein. Les palettes, les positions des palettes ne sont pas nécessairement remises à zéro, mais les réglages d'outils sont remis à zéro. Bon, ben déjà on voit qu'il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire que mon interface est passée de très clair, comme je l'avais réglé, à foncé, donc l'interface telle qu'elle est la première fois qu'on utilise Illustrator après l'avoir installé. Bon, et j'ai la palette des outils en une colonne. Est-ce que vous avez la palette des outils? Ah oui, mais vous n'avez pas encore fait le brawl, en fait, je vous ai pas dit les touches. Il faut, au démarrage de Illustrator, enfoncer trois touches pour le remettre à zéro. Sur le Mac, les touches commande, Alt, majuscule. Vous les enfoncez, vous les gardez enfoncées. Donc il faut les enfoncer juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement d'Illustrator et les garder enfoncées. Et vous devriez voir que le démarrage prend un peu plus de temps que d'habitude. Et dans le panneau de démarrage, il va être indiqué à un certain moment « Mise à jour du menu des polices ». Donc c'est la preuve que la remise à zéro de Illustrator se fait correctement. Donc ce sont les remises à zéro de logiciels avec des touches au démarrage, c'est quelque chose qui se fait avec les autres logiciels aussi, Photoshop, InDesign, etc. Mais ça se passe parfois un peu différemment. Pour InDesign, il faudra enfoncer une touche en plus que celle que je vous ai donnée, Command Alt majuscule. Il faudra enfoncer CTRL. Pour Photoshop, ça fera apparaître un message qui demande si on veut remettre à jour les préférences. On répondra oui. Enfin, vous voyez, d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours les mêmes procédures, mais ni les mêmes touches pour remettre à zéro les logiciels quand on les démarre. En tout cas, c'est bien pratique, parce qu'on se débarrasse de tous les réglages personnalisés d'outils que les utilisateurs précédents auraient pu mettre dans le logiciel. Bien, une fois que vous avez ça, vous allez dans le menu en haut à droite, les indispensables, et vous demandez réinitialiser les indispensables. Donc, le menu en haut à droite, réinitialiser les indispensables, devrait vous remettre les palettes en position standard si elles ne l'étaient pas. Donc oui, c'est particulier. Avec Illustrator, on fait la remise à zéro des outils en enfonçant les touches au clavier que je vous ai donné tout à l'heure, les touches Command Alt majuscule, mais les palettes ne se remettent pas en place, il faut le demander manuellement. Dans le menu ici, réinitialiser les indispensables. Alors, la palette des outils, je vais la faire passer en deux colonnes parce que ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Je vous conseille vivement de le faire aussi. Donc c'est comme dans InDesign, on utilise la petite flèche là pour faire passer la palette des outils en deux colonnes. Ensuite, chez moi, en tout cas, peut-être pas chez vous, c'est vous qui choisissez, mais chez moi, pour la projection, je vais faire passer l'interface en très clair. Alors, on est sur un Mac, donc pour aller dans les préférences, c'est pas dans le menu Édition Préférences, elles sont dans le menu Illustrator, qui n'existe pas, ce menu, sur le PC. C'est typique du système Mac, mais ça n'a aucune importance, c'est pas un plus, c'est pas un moins, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Donc, menu Illustrator Préférences, et dans les préférences, on devrait avoir quelque chose qui concerne l'interface. Non, on va aller dans Général. Je vais passer par Général et puis quand je suis dans Général, je vais les passer en revue.
c'est certaines... Voilà, interface utilisateur, voilà. Dans les préférences interface utilisateur, si vous voulez, vous pouvez modifier l'interface de Illustrator. Je passe en très clair pour la projection. Et ce sera plus clair pour ceux qui sont au fond. Je pense qu'ils verront mieux avec une interface claire. Surtout si en plus je zoome comme ça. C'est la totale, c'est le pied. Vous avez bien fait de venir. C'est un des meilleurs jours de votre vie. Voilà. Donc, fichier nouveau. On crée un nouveau document. Et ici, vous avez les différents profils. Alors, ce sont des profils de documents. Donc, on démarre dans Illustrator. On démarre toujours d'un document pré-réglé qui se trouve dans le dossier de Illustrator. Dans le dossier de l'application sur disque dur, il y a plein de documents pré-réglés. Et on démarre de ça. Vous voyez qu'on peut faire des documents pour l'impression, qui vont contenir dans la palette nuancier des couleurs CMJN, comme InDesign, c'est le même principe. Quand on fait un document pour l'impression dans InDesign, dans le nuancier, on trouve des couleurs CMJN pour l'impression, mais ça ne nous empêche pas qu'on peut mettre des couleurs RVB, et on a dit l'autre jour que c'est quand même mieux les couleurs RVB. On a dit pourquoi, depuis une quinzaine d'années, c'est quand même préconisé. Et depuis quasiment 25 ans, c'est possible techniquement, mais depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment préconisé de faire des documents avec des couleurs RVB et des images RVB. Alors, et pour le web aussi, on peut faire des interfaces web avec Illustrator. On peut faire des interfaces pour les périphériques, tablettes, smartphones, etc. Et vous avez ici Damier Do. Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, je rigole, parce que ce sont des choses que j'ai ajoutées moi-même. On peut aussi créer ses propres documents de départ et les ajouter soi-même dans la liste là. Alors nous, on va prendre impression. On va faire un A4 horizontal, tout en sachant que ce document A4 horizontal pourrait être facilement adapté pour faire un affichage de site web ou de tablette. Ok, alors, dans les paramètres avancés, ce serait bien de directement choisir que ce soit un document RVB à la place de CMJN. En fait, techniquement, dans Illustrator, c'est comme dans InDesign, ce sont deux logiciels quand même assez cousins, basés sur la technologie PostScript. Eh bien, dans Illustrator, on peut créer un document RVB et mettre des images et des couleurs CMJN dedans, c'est pas un problème. Ou inversement, créer un document RVB et mettre des... oui, c'est ça, un document RVB et mettre des images CMJN dedans, ou faire un document CMJN et mettre du RVB dedans. Et à un certain moment, quand tout sera fini, l'illustration, la fiche ou je ne sais quoi, on la transfère dans InDesign et on fait l'export PDF et la conversion vers ce qu'on veut, vers du RVB ou du CMJN. Donc en fait, c'est un logiciel qui sert à intégrer les choses, Illustrator comme InDesign. On peut mettre des choses de différentes natures, RVB, CMJN. Mais enfin, on va quand même décider ici que la base de notre document, c'est du RVB. Donc c'est quand même pas mal. Bon, là, il y a un petit point d'exclamation pour dire, tiens, c'est de l'impression et tu fais du RVB, mais ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Je clique sur OK. Alors, on a un document blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. En réalité, le blanc ici, c'est pas du blanc, c'est de la transparence. D'ailleurs, on peut demander d'afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous vous rendez compte pourquoi, dans Illustrator, la transparence apparaît dès le départ comme étant du blanc. Ben parce que pour l'impression, on va mettre au final sur du papier, donc on voit en blanc, mais aussi parce que ça fait mal aux yeux, ce damier qui est vraiment trop complexe et petit. Donc, affichage, masquer le damier de transparence. La plupart du temps, on ne va pas afficher la transparence dans Illustrator, mais parfois, c'est quand même utile de l'afficher, de constater, pour faire la différence, par exemple, entre un objet blanc et un objet qui est transparent. Vous voyez, un objet qui n'a pas de couleur et un objet blanc, sur le fond blanc, ils vont apparaître de la même manière, on est d'accord. Hein. Donc, pour faire la différence, il faut parfois quand même afficher le damier de transparence. Alors, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est modifier l'aspect de cette transparence. Alors, je vous dis tout de suite, vous allez devoir le faire pour chaque document, parce que, enfin, je veux dire, si vous voulez, si ça vous plaît, l'aspect du damier de transparence qu'on va faire ici, vous devrez le faire pour chaque document, parce que les préférences, les réglages, comme ça, je pense, ils sont pour chaque document.
Raison pour laquelle dans le menu de départ, là dans la boîte nouveau document, j'avais créé un profil de départ avec un damier doux. J'avais appelé ça damier doux. Alors on y va, dans les préférences. Dans les préférences, on va dans... dans quoi au fait? Alors voyons un peu. Alors, non, c'est pas là, excusez-moi. Ça va être... oui, parce que quand on passe d'un logiciel à l'autre, il faut savoir que ce sont des équipes de développement différentes chez Adobe, alors les choses ne se trouvent pas toujours au même endroit. Donc il faut arriver à s'adapter chaque fois qu'on passe de Illustrator à InDesign, etc. Alors ok, donc c'est pas dans les préférences ici, c'est dans Fichier, Format de document. Dans Fichier, Format de document, vous avez donc l'aspect du damier de transparence. Alors là, on va choisir grille grande, couleur foncée. Bien. Vous avez même la possibilité d'aller cliquer sur ces deux échantillons et dans le sélecteur de couleurs, d'aller choisir un gris différent. Est-ce que vous avez le même sélecteur de couleurs qui arrive quand on clique Oui. Bon, c'est le sélecteur de couleurs du Mac, en fait, ça, c'est pas génial, mais... Sinon, il y en a d'autres là au-dessus, dans le petit menu. Vous voyez qu'on a d'autres manières de choisir les couleurs. Ok. Bon. Alors, je vous conseille de rester avec du gris. Ne mettez pas un damier en couleur, parce que sinon, ça va influencer votre perception des couleurs de votre illustration. Ce serait évidemment très mauvais. Ok, je passe à la partie curseur d'échelle de gris, par exemple, et je vais aller choisir... pour les deux couleurs du damier, je vais aller choisir deux couleurs quand même assez semblables. Pourquoi? Ben pour que ça vibre moins, quoi, que ça fasse quelque chose d'assez doux. Ok. Voilà. Bon, par exemple, ça, un damier quand même assez foncé et avec des couleurs pas très différentes, je trouve que c'est pas mal. Je clique sur OK. Et là, maintenant, quand je vais dans Affichage, afficher le damier de transparence, j'ai un damier peut-être un peu plus agréable, quoique je le trouve encore trop... les couleurs sont encore trop différentes. C'est quand même incroyable que ce soit pas évident comme ça de trouver un damier. Ok, on va faire comme ça. Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, bon, on va dire c'est bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Alors, je masque le damier de transparence pour l'instant, et alors on va enregistrer le document dans un dossier sur le disque dur ou sur le bureau si ça vous laisse faire ça. Je vais donner ici le nom du dossier, je vais créer le dossier dans la boîte d'enregistrement ici. Ah oui, alors au fait, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ne sont pas habitués au Mac. Si vous avez une petite boîte comme ça qui apparaît, vous allez la faire bien grande avec la petite icône ici, en fait. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Ensuite, je vous conseille de naviguer dans vos fichiers par liste, comme ça, c'est toujours mieux aussi. Et évidemment, c'est une règle générale que je donne. Parfois, il faut afficher par icône, c'est mieux. Et alors ici, je vais enregistrer sur le bureau, mais vous pouvez enregistrer sur un disque dur de données qui serait là éventuellement. Donc je disais, je vais faire un nouveau dossier, B1A1, voilà, dans lequel je vais enregistrer le document. Et alors comme InDesign, je vais faire un incrément 0,1. Évidemment, l'extension n'est pas du INDD, ici c'est du AI. Ok, alors au niveau de l'enregistrement des documents, qu'est-ce qu'on a comme format d'enregistrement ici? Ben en fait, il y a plus de formats disponibles dans Illustrator. Mais là, c'est assez restreint pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est vraiment les formats qui permettent d'intégrer tout ce qu'on fait dans le document, les vecteurs, les formes qu'on va faire peuvent être intégrés dans tous ces types de documents-là. Le SVG, on va laisser tomber, c'est pour le web. Et en plus, c'est pas ouvrable dans Photoshop, je pense, sauf peut-être dans la dernière version, il faudrait que je vérifie, mais... Donc SVG, laissez tomber, le Scalable Vector Graphique. Le PDF, ben, ça va permettre de faire un document qui va être lisible chez n'importe qui. Vous lui transférez le document PDF sur un bête lecteur Acrobat Reader, il va pouvoir lire le document que vous avez envoyé. Et particularité de Illustrator, dans le PDF,
on peut inclure tout le document Illustrator natif, c'est-à-dire que le PDF, si on l'ouvre dans Illustrator, on va retrouver tous nos objets, comme si on avait enregistré en format Illustrator, qui est le format natif. Donc ça c'est particulier, le PDF dans Illustrator peut intégrer, encapsuler le vrai document Illustrator dedans. Donc non seulement on aura un fichier qui sera lisible dans Adobe Reader, qui est gratuit, tout le monde pourra le voir, et en plus quand on l'ouvre dans Illustrator, on pourra continuer à le modifier. Évidemment, ça fera un PDF plus lourd que s'il n'y avait pas les données Illustrator dedans. Ça, il faut le savoir. EPS est un vieux format que vous allez parfois encore trouver sur le web, c'est du vectoriel. C'est une standardisation vectorielle, encapsulated PostScript, du PostScript encapsulé. Le PostScript est un langage de description de page qui est à la base des logiciels Adobe. Ils ont fait les logiciels Adobe avec ce langage PostScript. Vous n'allez pas l'utiliser, vous. Sauf si quelqu'un avec qui vous travaillez vous demande de faire un fichier de type PostScript. Donc nous, on va garder le Illustrator. Le PostScript, pour la petite histoire, c'est le premier produit que Adobe a créé en 1982. C'est un langage de description de page qui permettait aux logiciels de communiquer avec les imprimantes laser. Noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Donc si vous n'avez pas le droit de créer un dossier sur le bureau, c'est parce que vous n'avez pas encore vos identifiants personnels, vous êtes en anonyme. Donc essayez sur le disque dur. Sur le disque dur qui apparaît dans la colonne... là, il y a certainement un disque dur qui s'appelle étudiant, peut-être. Voilà, j'enregistre. Et dès que je clique sur enregistrer, il y a une boîte qui apparaît avec les options d'enregistrement. Oui, là, c'est toujours pas enregistré, en fait. Hein. S'il y en a qui se disent, tiens, il y a une boîte, elle m'ennuie, je vais cliquer sur annuler. Vous n'avez pas enregistré votre fichier. Parce que l'enregistrement va se faire quand on va cliquer ici sur OK, bien sûr. Alors, ici, c'est là que, en fait, vous avez la possibilité de rendre le document compatible avec d'anciennes versions de Illustrator. Je ne vous conseille pas de commencer à chipoter avec ça. Mais ça peut être parfois intéressant quand on veut exporter vers de la 3D pour utiliser dans la 3D. Il y a parfois des logiciels qui n'acceptent que de l'Illustrator 3, qui est quand même vieux. Ça doit dater de 1992, je pense, cette version-là de Illustrator. Mais c'est de l'Illustrator super basique. Donc je ne vous conseille pas de rendre compatible le document avec d'anciennes versions et de commencer à jouer avec quelqu'un qui aurait une ancienne version, qui vous renvoie le fichier, vous le modifiez, vous lui renvoyez, etc. C'est foireux. Donc gardez version la dernière là, qui est sans doute... vous en avez plus, puisque moi je suis dans 2014, j'ai dû me mettre dans 2014 pour avoir Illustrator en français. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais vous avez certainement encore plus de compatibilité rétroactive comme ça. Ok, tout le reste, ben voilà, on va le garder comme ça. Les profils ICC, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Je vais cliquer sur OK. Et là, le document est réellement enregistré sur le disque dur. Donc il s'agit d'un document RVB, mais en réalité, dans Illustrator, c'est un document qui peut contenir du RVB ou du CMJN, pas de problème. C'est juste qu'on le visualise en RVB, on visualise les couleurs bien vives là. Si vous voulez à un certain moment visualiser les couleurs pas vives, ce sera dans Fichier, mode colorimétrique du document, quoique on pourra aussi utiliser l'aperçu, mais il n'y a pas de raison de le faire. Hein. Mais sinon, voilà, vous voyez aussi que dans Fichier, mode colorimétrique du document, plutôt qu'un document CMJN, on est dans un document RVB. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi, ça a été expliqué la fois passée, pourquoi il vaut mieux faire du RVB à notre époque. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90, bien sûr, quand on voulait imprimer, il fallait faire un document CMJN, et d'ailleurs on ne pouvait pas faire de document RVB à l'époque dans Illustrator. Alors ici, on va faire deux rectangles. Je prends un rectangle, puis j'en fais un autre. Alors vous voyez les petites boules qui apparaissent, c'est des choses qu'on peut faire disparaître de l'affichage si on veut. Ce sont les coins, les arrondis interactifs. Bon, mais c'est pas grave, vous occupez pas des petites boules qu'on voit là. Mais c'est vrai que parfois, pour des formes complexes, si je fais la forme d'un canard en plastique, par exemple, je vais avoir des dizaines et des dizaines de boules qui vont apparaître autour. C'est pas bien, ça pourrit la vue. Donc parfois, on va demander de ne plus les voir. Mais bon, là, on va dire c'est OK. Alors, vous voyez que vos rectangles sont avec un cadre noir. Et
C'est du vectoriel, évidemment, comme dans InDesign. Avec la flèche noire, on active l'objet sur lequel on veut travailler, ou pas. Voilà. Ou les deux, quand on les englobe avec la flèche noire. Ça, c'est un rectangle de sélection qui vous indique que les deux objets sont sélectionnés là. Ok, ils sont avec un cadre noir. Et le fond, il est quoi? Ben, il est blanc. Si je sélectionne un objet, je vois que le fond est blanc. Mais sauf que, entre un rectangle à cadre noir transparent et un rectangle à cadre noir avec fond blanc, je ne vois pas la différence ici. Par contre, si vous demandez affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez clairement que la couleur des rectangles est blanc. Donc vous comprenez l'intérêt du damier de transparence. Là, c'est quand même intéressant. Alors, affichage, masquer le damier de transparence, parce que ici, je vais modifier la couleur des objets. Alors, je sélectionne le premier objet avec la flèche noire. Alors, vous avez la possibilité de double-cliquer sur l'échantillon de couleur de fond qui est là, dans la palette des outils. Et vous avez le sélecteur de couleurs à la manière de Photoshop qui arrive là. Mais on clique sur annuler, parce qu'il ne faut pas choisir les couleurs comme ça dans Illustrator. Il vaut mieux passer par le nuancier, pour les raisons qu'on a expliquées dans InDesign. Couleur globale. Alors, menu fenêtre nuancier. Le nuancier, je le détache, je détache l'onglet, je l'agrandis. Voilà. Les échantillons, on peut les demander plus grands, bien sûr, mais ça, c'est des détails, on verra plus tard. Alors, le nuancier de Illustrator est une des palettes les plus importantes. Il y en a d'autres qu'on va passer un peu en revue, là. Ok, donc, on va créer une nouvelle nuance ici, dans le nuancier, nouvelle nuance. C'est vrai qu'on pourrait utiliser les nuances qui existent, hein, mais c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire une nouvelle nuance. Nouvelle nuance RVB. Donc je sélectionne la couleur. C'est simple, il suffit de regarder les curseurs et la couleur qui vous intéresse sur le curseur, vous cliquez sur elle et c'est ce que vous obtenez là. Bien. Alors, vous avez ici deux indications. Ça c'est pour demander que les couleurs soient... c'est WebSafe de l'hexadécimal, mais ça n'a plus d'importance à notre époque de toute façon. On travaille plutôt en RVB quand on fait du web maintenant. Vous avez la possibilité de rabattre la couleur. Ça, c'est un terme d'art plastique que certains connaissent, rabattre une couleur, c'est-à-dire la rendre plus terne pour qu'elle soit compatible avec une impression. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que si j'imprime cette couleur super vive, donc je veux utiliser cette couleur super vive parce que pour mon illustration, quand elle sera sur tablette, sur écran, je veux que ce soit super vif. Et je sais que c'est vrai que ce vert va ternir comme ça, quand il sera imprimé. Ben tant pis, il n'y a pas le choix de toute façon. On ne sait pas faire pleurer une pierre. Donc voilà, la technique d'impression basique CMJN ne fait pas d'impression avec des couleurs très vives, c'est sûr. Ceci dit, il existe d'autres techniques d'impression, hexachromie par exemple, avec 6 encres au lieu de 4, etc. J'entre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais on peut évidemment, et vous les connaissez, des impressions, notamment les packaging, les paquets que vous avez dans les magasins, les paquets de bouffe, etc. Vous voyez que ce sont parfois des couleurs très vives, donc, mais ça coûte plus cher et c'est différent qu'une impression basique chez l'imprimeur. Ok, vous avez ici l'option globale. Alors je vous avais dit ça, dans InDesign, les couleurs sont d'office globales, et dans Illustrator, il faut le demander. Vous pouvez cliquer si vous voulez. Ok. Et alors, vous avez un nouvel échantillon de couleurs qui est apparu, là, le voilà, avec un petit triangle blanc en bas à droite. Ce qui veut dire que si j'utilise cette couleur sur plein d'objets dans mon illustration, en modifiant cette couleur, tous les objets vont se modifier. Il faut que ça soit fait avant d'utiliser la couleur sur les objets. Si on transforme la couleur en globale après l'avoir utilisée, ça ne marche plus. Le lien entre la couleur et les objets n'est pas fait. Donc vous vous souvenez, dans InDesign, on n'avait peut-être pas vu ça avec vous. Si, il me semble, les couleurs, on avait vu qu'on pouvait modifier une couleur. Enfin, si on ne l'a pas vu, de toute façon, je vais vous refiler les vidéos qui expliquent ça. Parce que je suis en train de préparer des séquences où c'est expliqué, je le sais. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner un autre rectangle. Et là, je peux utiliser une des couleurs qui existent dans le document. Ce sont toutes des couleurs CMJN. Parce qu'on est dans un document impression. Il y existe un nuancier RVB que je pourrais appeler là sur l'écran, mais ça
Ça prend un peu de temps, quoique non, ça vaut quand même la peine. On va voir qu'on a accès à plein d'autres nuanciers. Vous allez en bas à gauche, c'est une des manières de faire, en bas à gauche du nuancier de Illustrator, dans ceci, vous voyez ce que ça représente? Oui, des classeurs ou des livres. Ben c'est plutôt des classeurs parce qu'il y a une étiquette en effet. Et vous allez... c'est les bibliothèques en fait. Hein. Ça veut dire que c'est les bibliothèques. Et là-dedans, vous avez plein de bibliothèques. Alors sachez que le nuancier dans Illustrator peut aussi contenir des dégradés et des motifs. Et vous avez d'ailleurs des nuanciers ici de dégradés et de motifs. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher nuancier par défaut, RVB de base. Et alors un autre nuancier s'ouvre, qu'on ne peut pas modifier. Mais quand je clique sur une des couleurs, elle s'ajoute au nuancier du document et elle se met sur l'objet. En fait, ça, c'est le nuancier là qu'on voit, le RVB de base. C'est ce qu'on aurait obtenu si on avait créé un document pour le web. À la place du nuancier avec les couleurs CMYN, il m'aurait proposé un nuancier avec du RVB. Ok, vous avez en tout cas deux rectangles là qui sont en couleur. Vous pouvez les superposer. Vous voyez que, évidemment, il y en a un qui se superpose à l'autre. Le dernier arrivé se superpose à l'autre. Comme dans InDesign, avec la palette des calques, on peut gérer l'empilement. On ne va pas utiliser les anciens systèmes objet disposition. Et ça, c'est les anciennes manières de faire. Il faut savoir que ces logiciels sont complexes, c'est vrai. Mais ils sont quand même un peu moins complexes qu'on ne pourrait croire. Parce que souvent, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, il y a d'anciennes manières de faire qui sont toujours là et qui ont été remplacées par de nouvelles manières de faire. Par exemple, la palette des calques dans Illustrator, elle n'existe pas depuis le début. Et donc, c'est pour ça qu'on peut gérer l'empilement des objets par objet disposition. Mais vous n'allez pas l'utiliser parce que c'est une vieille manière de faire. Et donc, voilà, il y a les menus ont l'air fort peuplés de plein de choses, mais il y a parfois des choses qu'on n'utilise pas. Et pourquoi ça reste là? Ben parce que les habitudes des gens, on ne les change pas facilement. Donc, ceux qui ont commencé avec Illustrator très tôt, ils continuent peut-être comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps de mettre à jour leurs connaissances. Ça existe. Il y en a plein. Alors, menu fenêtre calque, nous on va utiliser les calques évidemment pour gérer l'empilement des objets. Menu fenêtre calque, je détache la palette des calques avec son onglet. Alors, la palette des calques, on peut demander peut-être d'avoir des vignettes plus grandes à la manière de Photoshop. Menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau, et vous demandez autre et vous mettez 80. Vous aurez des vignettes à peu près comme celles de Photoshop. Donc, menu de la palette des calques, option de panneau, je mets autre 80 pixels, ok, et voilà, vous avez des vignettes un peu comme dans Photoshop, c'est quand même plus agréable, elles sont plus grandes. Ceci dit, quand on a des élus complexes, parfois, des grandes vignettes, c'est ennuyeux. Alors, vous avez, comme dans InDesign, la possibilité d'ouvrir avec le petit triangle, et vous voyez les deux objets. Bon. Et vous allez pouvoir déplacer un objet en dessous de l'autre, comme ça, par cliquer et glisser. Vous voyez que ça fonctionne. Les objets sont superposés différemment. Évidemment, on peut en activer plus qu'un et les déplacer, c'est possible aussi. Mais ici, comme il n'y en a que deux, la démo ne va pas fonctionner. Mais ce n'est pas un par un qu'on les déplace nécessairement. Hein. On peut les déplacer en groupe. Hein. Bien, alors, il y a une chose qu'on va faire ici. Regardez un peu avec la flèche noire, quand on double-clique sur un objet, l'autre devient fade. Pourquoi? Parce qu'on n'y a plus accès. On appelle ça le mode isolation. Très pratique dans Illustrator de pouvoir travailler sur une partie de l'illustration. Ça peut être plusieurs objets aussi qui sont dans un groupe. On peut isoler un groupe et tout le reste devient inaccessible temporairement. Et vous avez un fil d'Ariane qui apparaît là. Vous connaissez l'histoire du fil d'Ariane? Ok, en anglais on appelle ça un breadcrumb. C'est l'histoire du petit poussé. Mais bon, ça veut dire, ça vous montre la hiérarchie, cet objet-là, c'est le rectangle qui se trouve sur le calque 1, etc. Mais ici, évidemment, la hiérarchie est très courte. Et on sort du mode isolation avec la petite flèche une fois, deux fois, et voilà. On est sorti du mode isolation, le rectangle, l'autre, là, est à nouveau accessible. Tout est accessible sur l'illustration.
Alors, c'est très ennuyeux que, en double-cliquant sur un objet, on passe en mode isolation. Il vaut mieux le demander quand on fait un clic droit sur l'objet. Mais, eh oui, d'ailleurs on y passe, mais on verra ça plus tard. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va désactiver cette fonctionnalité du double-clic pour passer en mode isolation. Et pour ça, vous allez dans les préférences générales, Illustrator, préférences générales, et vous allez décocher, cliquer 2 fois pour isoler. Dans les préférences générales, vous décochez cette option ici, cliquer 2 fois pour isoler. À partir de là, quand vous cliquez sur OK, bien sûr, quand vous double-cliquez sur les objets, on ne passe plus en mode isolation. Donc je vous fais faire ça dès le début parce que c'est un gros problème dans Illustrator quand on démarre dans Illustrator sans avoir jamais étudié Illustrator. Eh bien, on a ce mode isolation qui s'enclenche tout seul. D'ailleurs, je vous déconseille de démarrer dans Illustrator sans avoir suivi une formation. C'est catastrophique. Ce n'est pas intuitif. Et alors, il est aussi déconseillé de démarrer dans Illustrator sans avoir un projet qu'on a fait sur le papier auparavant. Enfin, sur le papier ou dessiné sur une tablette. Parce que c'est là le secret d'une bonne illustration, c'est de démarrer avec un projet papier, en fait. Projet papier qu'on va mettre en fond d'écran et qui va nous servir à créer l'illustration par-dessus. Ou alors, on peut aussi vectoriser les traits qu'on a fait, les transformer en vecteurs grâce au module de vectorisation de Illustrator qui est intégré. Donc là. Bien. Alors, les rectangles, c'est joli, mais on utilise principalement dans Illustrator la plume pour dessiner. Vous pouvez activer la plume. Alors on va tout de suite désactiver 2 options qui nous ennuient quand on dessine, parce que ça nous empêche de mettre les points là où on veut vraiment. Dans le menu affichage, on va désactiver les repères commentés, qui sont ces lignes vertes qui apparaissent quand on bouge les objets, notamment avec la flèche noire, ou quand on crée des... Voilà, vous voyez, des lignes vertes qui indiquent par exemple que le centre du rectangle vert ici est aligné par rapport au centre du rectangle rose ou par rapport au dessus, etc. Bon, ces repères, en fait, ils sont bien sympas, mais quand on dessine à la plume, ils nous ennuient parce qu'ils calent les choses parfois. Donc, affichage, on va désactiver repères commentés. Vous pouvez aussi aller dans affichage et désactiver magnétisme du point. Donc, dans le menu affichage, j'ai désactivé les deux, repères commentés et magnétisme du point. Et donc, quand je devais dessiner maintenant avec la plume, ça va être beaucoup plus facile de positionner exactement où je veux les points. Alors, on essaye avec la plume. Vous allez prendre la plume et vous allez cliquer, c'est-à-dire appuyer sur le bouton de la souris sans bouger la souris. Je vous rappelle ce qu'est un clic. C'est débile, mais il y a des étudiants, quand on leur demande de cliquer, ils appuient et bougent la souris. C'est pas ça. Donc là, j'ai juste cliqué, j'ai posé un point. Et alors, quand je bouge la souris sans enfoncer le bouton, j'ai un espèce d'élastique qui m'indique ce que ça va faire. Bon, je vais le désactiver parce que c'est plus ennuyeux qu'autre chose. À part la suite, quand vous voulez travailler, vous allez faire autrement, si vous voulez. On va aller dans les préférences. Donc, dans les préférences, sélection et affichage des points d'ancrage, vous allez désactiver l'option ici qui s'appelle activer, afficher le déplacement pour les outils plumes et courbures. Donc il faut désactiver ça. Et à partir de là, avec la plume, quand vous appuyez plusieurs fois, vous cliquez plusieurs fois, vous n'avez pas ce petit élastique qui est visible. Voilà. Ben, allez-y, cliquez plusieurs fois avec la plume. Ah, peut-être que ça ne marche pas, si. Bon, si ça ne marche pas, vous pouvez jeter les objets dans la palette des calques. L'objet, en tout cas, qui est là, vous le prenez, vous le mettez sur la petite corbeille dans le bas de la palette des calques et vous allez recommencer avec la plume. Clic. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok, clic. Clic, clic. Voilà.
Et alors, quand vous revenez sur le premier point de construction, à côté de la plume, il y a une petite rondelle qui apparaît, un petit donut, vous cliquez, vous avez fermé la forme. Dans Illustrator, on peut faire des formes ouvertes ou fermées. Mais là, j'ai fait une forme fermée, je vais en faire une autre, là, clic, clic, clic. Je reviens sur le premier point, et voilà, j'ai fait une forme fermée, et je peux passer à la suivante. Voilà, c'est le principe. Donc, on a différentes formes qui se créent. Alors, je vais enregistrer le document. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, mais c'est toujours une bonne idée. Je vais changer ici l'incrément. Voilà. Enregistrer. OK. Bien. Avec la plume, vous avez aussi la possibilité de faire des objets qui ne sont pas fermés. Par exemple, si je veux faire des cheveux, clic, clic. Et puis, pour indiquer que c'est terminé, je passe sur la flèche et je reviens avec la plume. Clic, clic. Je passe sur la flèche, je reviens avec la plume. Clic, clic. Mais je peux aussi appeler le raccourci de la flèche, la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je clique à côté. Clic, clic, commande, je clique à côté, clic, clic, commande, je clique à côté. Voilà, on a fait des formes fermées. Bien sûr, si elles étaient composées de plusieurs points, vous allez voir ce qui se passe. Il y a un fond malgré tout, hein, qu'on peut supprimer si ça nous intéresse en cliquant sur la petite diagonale. Le fond, si vous voulez vraiment avoir que des traits noirs, là, le fond, on le met à l'avant-plan dans la palette des outils pendant que cet objet est sélectionné. Et diagonale, on a retiré le fond. Touche commande, je clique à côté, clic, clic, clic. Voilà, touche commande, je clique à côté, clic, 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 etc. Donc c'est le B à bas du dessin dans Illustrator. Forme fermée ou forme ouverte. Forme ouverte avec fond ou pas. La plupart du temps, ce sera sans fond, je pense, quand c'est ouvert. Mais donc voilà. Ensuite, on va parler un peu des courbes de Bézier. Alors, Bézier, Pierre Bézier, vous connaissez? Un des personnages les plus importants dans le monde de l'infographie. Pierre Bézier a inventé un système qui permet, voilà, c'est plutôt lui, un système qui permet de décrire une courbe avec seulement la position de 4 points. Il travaillait dans l'industrie automobile et il a donc amélioré la productivité grâce à ce système de design. Pour décrire des courbes, il ne fallait plus que la position de 4 points, alors qu'avant, c'était plus complexe. Et ça a été repris dans les années 80 dans les logiciels d'infographie. Ça a été massivement repris, le système des courbes de Pierre Bézier. Les courbes de Bézier. Bien. Alors on va voir ça. On va tester ça. Ok, je prends la plume. Je vais quand même m'approcher, là, voilà. Ah oui, pour les zooms avant zoom et zoom arrière, c'est la roulette, hein, Alt roulette, c'est comme dans InDesign. Et pour la barre d'espacement appelle la main. Vous n'allez pas évidemment activer la main et la loupe dans la palette des outils. Vous restez avec l'outil. Ce serait ennuyeux de devoir, chaque fois qu'on veut zoomer ou faire un panoramique du document dans la fenêtre, de devoir changer d'outil. Non, hein, vous utilisez la barre d'espacement sur le clavier pour la main et Alt roulette pour la souris, ou les raccourcis que je vous avais donnés qui fonctionnent aussi dans InDesign. Ok. Alors ici, je vais faire avec des courbes. Clic, et puis je vais plus loin. Et là, je vais enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Et ça crée un point d'ancrage, on appelle ça un point d'ancrage. Le point qui est carré là, le point carré là, c'est un point d'ancrage, c'est-à-dire le tracé doit passer par là, comme une ancre de navire, ANCRE. Le tracé passe par ce point-là. Et on a 2 poignées rondes de tangente. Voilà. Alors allez-y, essayez de faire ça. Je vais le refaire ici, comme ça vous essayez. On va être synchro, sinon on ne va pas s'en sortir. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas Illustrator. Hein. Donc, vous allez prendre la plume et cliquer sans bouger la souris. Il va sans dire. Puis vous allez un peu plus loin et vous faites un cliquer glisser. Vous enfoncez la souris et vous bougez. Et vous avez donc créé un segment courbe. D'accord? On a donc un point d'ancrage et 2 poignées pour ça. Les débutants confondent souvent les points d'ancrage et les poignées de tangente. C'est là que ça foire. Ils croient qu'en fait, les débutants ils croient qu'il y a un tracé qui va jusque-là. Mais pas du tout.
C'est juste une tangente, avec des poignées de tangente de chaque côté. Le tracé, il s'arrête là, en fait. Il va de là jusque là. Alors, si c'est transparent chez toi, tu vas essayer de mettre un... Pendant que l'objet est sélectionné, tu peux essayer de le sélectionner avec la flèche noire, là. Tu vas mettre la case contour en avant-plan. Et mettre du noir dans la palette nuancier. Bon, alors, avec la flèche noire, c'est pour manipuler la totalité d'un objet, la flèche noire. On clique à côté, il est désactivé, on clique sur lui n'importe où, il s'active entièrement, et on peut le déplacer. Alors, je vais peut-être vous demander d'enlever ce cadre de sélection qui nous empêche de bien comprendre ce qu'on fait. Affichage. Alors, ouvrez vos yeux, masquez le cadre de sélection. Attention, il ne s'agit pas de masquer le contour de sélection, pas du tout. Si vous faites ça, vous n'allez plus voir les objets qui se sélectionnent. C'est pas ça du tout. C'est menu affichage, masquer le cadre de sélection. Et là, le cadre de sélection n'est plus visible. Par contre, quand on sélectionne l'objet, on voit encore que ça se sélectionne. On voit encore les points qui apparaissent. Hein. Donc c'est parfait. Et donc la flèche noire, c'est pour sélectionner l'entièreté d'un objet. Comme je peux sélectionner mon rectangle ici et le bouger. Comme je peux sélectionner des droites ici et les bouger. Voilà. Par contre, là, une fois que vous avez visualisé ça, vous cliquez à côté pour désélectionner l'objet et vous allez prendre la flèche blanche. Alors en fait, il y a deux flèches blanches. Mais on va prendre la flèche blanche tout à fait normale. Vous voyez que quand on garde appuyé le bouton, vu qu'il y a un petit triangle noir en bas à droite de l'icône de l'outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont cachés derrière. Vous allez prendre la flèche blanche tout à fait normale, celle qui apparaît là. Ne prenez pas la flèche blanche plus. Et alors, quand vous cliquez sur l'objet, vous avez les points qui apparaissent différemment. Ils sont creux là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous sélectionnés. Ça veut dire qu'on peut prendre un point et le bouger. Ou l'autre, voire même prendre les poignées de tangente et les bouger, pour manipuler, pour ajuster la forme après l'avoir faite. Ok, je crois même que si on va sur le tracé, oui, on peut bouger directement les deux poignées de tangente aussi. Mais bon. Ok, alors, concentrez-vous parce que ce qui va être vu ici est quand même important pour la suite, c'est le b.a.-ba. Et parfois, même les étudiants qui connaissent ne connaissent pas tout. Bon, ce qui va suivre, ils connaissent, mais ce qui va suivre, ce qui suit, peut-être pas. Ok, alors je prends la plume. Je voudrais continuer maintenant ce tracé-là. D'accord? Ben, je mets le point suivant. Ben non, ça fait un autre tracé. J'annule, CTRL-Z, CTRL-Z. Si je veux continuer un tracé, je dois aller avec la plume d'abord sur une des extrémités. Par où je continue? Par là ou par de ce côté-là? Bon, il faut que je choisisse. Mais par là. Je clique avec la plume. Vous voyez la diagonale qui apparaît là? Je clique, voilà. Et ensuite, sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Je fais un cliquer glisser et j'ai continué la forme. Donc en fait, chaque fois que vous allez activer la flèche noire et revenir avec la plume, il est possible que quand vous allez essayer de continuer, ça ne continue pas. J'annule, CTRL-Z, enfin commande Z, et je clique sur le dernier point. Puis, sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Cliquez et glissez. Et voilà. D'accord? Chaque fois que vous prenez la flèche noire, ça casse le tracé. Il faut appuyer sur le dernier point pour continuer. Attention! Là, je vais appuyer sur le dernier point de construction pour dire que je veux le continuer, le tracé. Ceci n'est pas un point de construction. C'est ça le point de construction. Voilà. C'était une poignée de tangente, ce qu'on voyait là au bout. Hein. Faites attention à ça, bien sûr. Alors, vous voyez donc le tracé que vous avez fait. Si vous y allez avec la flèche noire, bien entendu, ça bouge la totalité du tracé. Mais moi, je voudrais modifier les tangentes. Donc, je vais être obligé de cliquer avec la flèche noire à côté pour désactiver tout. Et puis de venir avec la flèche blanche dessus. Parce que si je passe directement à la flèche blanche, tous les points restent sélectionnés. Donc je dois d'abord, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout, puis avec la flèche blanche, venir cliquer n'importe où sur le tracé, et les tangentes apparaissent. Uniquement les tangentes des segments sur lesquels je clique apparaissent
Voilà, et on peut donc aller modifier les positions des tangentes. Ok. Bon, comme j'ai fait le tracé un peu n'importe comment, bien sûr, il y en a pas mal qui sont cassés des tangentes parce que j'ai interrompu pas mal de fois le tracé. Je vais le supprimer et en refaire un. C'est pas plus mal d'en refaire un aussi. De votre côté, cliquez, glissez, cliquez, glissez, cliquez, glissez. Voilà. On fait une forme. Ok. Avec la flèche blanche, je peux cliquer à côté, puis revenir dessus et modifier la position des points. Et des tangentes. Voilà, et là, il n'y a plus de cassure parce que c'est pas un tracé que j'avais interrompu. Ok. Bien. Alors, ça, c'est modifier la position des tangentes après avoir fait les points d'ancrage. Je sais qu'il y a certains endroits où on enseigne même de faire clic, 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 et puis de venir avec, pas avec la flèche blanche parce qu'il n'y a pas de tangente, mais avec un outil qui se cache ici derrière la plume, l'outil de point d'ancrage, aller modifier et mettre des tangentes. Donc vous pouvez tester si vous voulez, vous faites clic, clic, clic avec la plume, je recommence pour vous montrer. Voilà, avec la plume qui est là. Plusieurs clics. Et puis avec l'outil qui est là derrière, l'outil de conversion, on appelle ça, mais ils appellent ça outil point d'ancrage ici. On fait un clic et glisser sur un point et ça met des tangentes. C'est pratique cet outil. Et quand on clique sur un point d'ancrage qui a déjà des tangentes, ça supprime les tangentes. Quand on utilise cet outil sur une poignée de tangentes, ça casse la tangente. D'accord ? Donc je vais répéter une dernière fois pour ceux qui auraient loupé. Je prends la plume. Ah, au fait, on peut détacher cette palette-là. Quand vous allez dans le menu et que vous allez jusqu'à la barre verticale ici, ça vous fait une palette détachable. Donc je prends la plume. Clic, 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 clic. Je prends maintenant l'outil de conversion. Quand je fais un cliquer glisser sur un point d'ancrage, ça met des tangentes. Il faut faire attention à ne pas faire un nœud et comme ceci. C'est-à-dire que là, je suis allé dans le mauvais sens, donc je vais dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, avec cet outil, quand on clique sur un point d'ancrage, ça enlève la tangente. Je peux la remettre aussi, voilà. Ça enlève la tangente quand on clique sur le point. Je peux la remettre à nouveau. Si je vais dans le mauvais sens, ça fait un nœud, c'est pas bon, je vais dans l'autre sens. Ok, et ce même outil peut aussi servir à casser une tangente, c'est-à-dire quand je prends une poignée de tangente, ça casse la tangente, ça fait un changement de direction brutal, et on a souvent ça dans les objets évidemment, et on va faire un détourage de voiture après, et vous allez voir que forcément, à certains endroits, on a des changements de direction brutaux dans la courbure, et donc c'est très intéressant ça. Mais alors, la technique qui consiste avec la plume à faire d'abord des droites et puis les convertir avec l'outil de conversion, leur mettre des tangentes, c'est évidemment extrêmement mauvais. Vous débarquez avec cette technique en milieu professionnel, vous vous faites laminer. Vous êtes directement considéré comme un débutant, bien entendu. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, on va voir que les tangentes, on les fait pendant qu'on crée le tracé. On gère tout ça, et c'est pas si évident que ça. Alors, je vais enregistrer le document. Et on va faire première approche de la création des tracés dans Illustrator. Alors, il y en a certains parmi vous qui ne l'ont pas dit, mais qui l'ont peut-être pensé. Tiens, mais on a un outil qui fait des tracés quand on dessine. L'outil ici, il y a des possibilités de dessiner directement. Mais oui, mais il faut savoir le faire aussi point par point, manuellement, pour vraiment contrôler ce qu'on fait. C'est le b.a.-ba, vous allez retrouver ça dans d'autres logiciels aussi. Parfois présenté différemment.
ce sera des courbes de Bézier. Le fonctionnement ne sera pas toujours exactement pareil, mais sur la base, le principe reste le même. Ok, je zoome en arrière, vous voyez ma page A4 horizontale. Je vais ici l'agrandir avec l'outil de plan de travail. Il suffit d'activer l'outil plan de travail. Vous avez des poignées qui apparaissent. Bien sûr, on peut aussi taper des choses dans les dimensions ici, largeur, hauteur, etc., avec les points de référence, mais on va le faire manuellement. Avec l'outil plan de travail, vous allez prendre la poignée du bas et agrandir un peu le document, comme ça vous avez un peu plus d'espace maintenant. Dès que vous quittez l'outil plan de travail, par exemple pour aller sur la flèche noire, vous avez les poignées qui disparaissent, vous n'êtes plus en train de modifier le plan de travail. Il faut savoir que dans Illustrator, le plan de travail, c'est en fait assez peu important. Parce que de toute façon, ce qui est exporté pour être utilisé dans les logiciels, c'est les vecteurs qui sont dans Illustrator et le plan de travail, pas vraiment. Donc c'est juste une référence en fait. Pour savoir, tiens, je fais une affiche 80 cm sur 60, ok. Mais je pourrais très bien faire un document de 8 cm sur 6 et puis finalement ça devient une affiche de 80 sur 60, c'est pas du tout un problème. Donc le plan de travail n'a pas une importance énorme dans Illustrator. On peut même travailler en dehors du plan de travail, déborder. Techniquement, ça marche sans problème. Ok, alors on y va. Je zoome quand même pas trop. Hein. Si vous zoomez trop, vous allez faire un truc minuscule. Il faut quand même que le plan de travail reste une référence pour la dimension des objets que vous faites. D'accord? Si je commence à faire un tracé là, ça va être ennuyeux. C'est trop en zoom avant. Je prends quand même comme référence mon plan de travail pour les dimensions. Alors, avec la plume, j'y vais. Je vais donc vous montrer comment faire un tracé à la méthode de Adobe, la méthode préconisée par Adobe, un vrai tracé avec des vraies courbes de Bézier, mais qui sont facilement contrôlables. Alors, il faut savoir qu'à un certain moment pendant la création du tracé, je vais utiliser la touche commande du Mac ou la touche contrôle du PC pour appeler la flèche. Et vous voyez ce qui se passe là quand j'appelle la flèche avec la touche commande? C'est la flèche noire qui arrive. Il faut savoir que c'est la dernière flèche utilisée qui arrive quand on enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Et en fait, je vais avoir besoin de la flèche blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser d'abord la flèche blanche. Voilà, je clique sur elle. Puis je reviens avec la plume. Et quand j'enfonce la touche commande, c'est maintenant la flèche blanche qui est là. Celle qui permet de modifier les points et non pas l'entièreté du tracé. D'accord ? Petite astuce, avant de commencer le tracé, allez activer la flèche blanche et puis revenez sur la plume. Comme ça, le raccourci amène la flèche blanche. Et on ne va pas, pendant la création du tracé, aller activer la flèche blanche, sinon ça interrompt la création du tracé, chaque fois que vous activez une flèche. Par contre, le raccourci, non. Il n'interrompt pas la création du tracé, c'est pour ça que le raccourci, on va l'utiliser. Alors, avec la plume, je pose le premier point, clique, et puis je vais plus loin, et je fais une micro-tangente, c'est-à-dire cliquer, glisser, comme ceci. Et vous avez une toute petite tangente qui apparaît. Allez-y, faites ça. Une micro-tangente, après un clic sur le premier, pour créer le premier point, vous faites un clic et glisser, mais minuscule cette fois-ci. Et puis vous allez enfoncer la touche commande, et vous allez bouger la première moitié de tangente, l'agrandir, comme ceci, pour positionner la courbe comme vous voulez. Et la deuxième moitié de tangente, on la laisse petite. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Cette méthode de la micro-tangente est vraiment très intéressante. Ok. Ensuite, je vais toujours avec la plume, après avoir lâché le bouton à souris, faire une autre micro-tangente plus loin, enfoncer la touche commande, et bouger, et ajuster. Ok, pour ceux qui ont loupé, je répète. Je prends la flèche noire, je clique à côté, je reprends la plume, voilà ce que je viens de faire. Clic, et puis sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Cliquez, glisser pour faire une toute petite tangente. Touche commande. Ah, j'ai fait une erreur là, c'est la flèche noire qui arrive. Ok. J'ai oublié qu'avant de faire le tracé, il faut que j'active la flèche blanche, voilà. Puis je viens sur la plume. Ok, j'y vais, ça va marcher là. Clic. Cliquez, glisser, petite tangente, touche commande, c'est la flèche blanche qui arrive. Je prends la première moitié de tangente et je l'ajuste. Je lâche le bouton à souris. Cliquez, glisser plus loin, toute petite tangente, touche commande, j'ajuste. Voilà. Etc., etc.
Et alors, pendant que vous faites ça, vous pouvez aussi aller bouger la position des points avec la touche commande. C'est pas interdit. Ok. Et puis je lâche et puis je continue. Souvenez-vous que si vous avez cliqué à côté avec la flèche blanche, vous avez interrompu le tracé. Il faut le réactiver avec la flèche blanche en cliquant sur lui et aller avec la plume, cliquer sur le dernier point d'ancrage pour indiquer que vous continuez. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Donc ça, c'est le principe. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait des micro-tangentes? Eh bien, parce que ça vous crée, pour le point d'ancrage, une moitié de tangente qui est grande, vous l'ajustez pour que ça influence le tracé qui précède. Par contre, la deuxième moitié de tangente, là, qui est toute petite, n'influence que très peu le tracé qui suit. C'est la tangente, la moitié de tangente du point suivant qui influence la courbure ici. C'est toujours ça le principe. En fait, grâce à cette technique de la micro-tangente, les courbures sont influencées principalement par une seule moitié de tangente. Parce que l'autre moitié est minuscule. Chaque fois. Vous comprenez? Beaucoup plus facile d'ajuster les tracés comme ça. Il n'y a que... Ah tiens, et là, oui, parce que j'avais interrompu le tracé, il n'y a pas de deuxième moitié de tangente. C'est pas très grave ici. Bien. Alors, je continue. Regardez, je vais vous montrer une technique qui est enseignée et utilisée dans certains milieux, qui est la technique qui consiste à supprimer la seconde moitié de tangente. Je ne vous conseille pas cette technique. Donc, je vais le faire ici avec la plume. D'abord, j'active la flèche blanche, puis la plume. Clic. Cliquez, glissez. Je fais une grande tangente. J'enfonce la touche Alt et je clique sur le point d'ancrage. Ça supprime la deuxième moitié de tangente. Puis, je peux aller faire une autre tangente là. Je clique sur le point d'ancrage. Puis, une autre tangente là. Puis, j'ajuste avec la touche commande. Voilà. Puis, je clique avec la touche Alt sur le point d'ancrage. C'est toujours le principe, hein. Appuyez avec la touche Alt et cliquez sur le point d'ancrage, ça supprime la deuxième moitié de tangente. Et donc là, finalement, chaque segment de tracé est finalement fait uniquement, la courbure dépend uniquement d'une seule tangente, on est d'accord? On n'a plus la deuxième micro-tangente qui est là. On est d'accord? Donc c'est une technique qui est enseignée, que vous connaissez peut-être. Je ne la conseille pas. Pourquoi? Parce que ça fait des objets avec des cassures. Et si vous faites un objet 3D au départ de ce profil que vous êtes en train de faire, par une extrusion, une révolution, etc., ou si vous faites du grand lettrage sur des vitrines, des choses grandes, vous allez voir des cassures à certains endroits. D'ailleurs, si je zoome, il est possible, voilà, vous voyez qu'il y a une cassure. Évidemment, si c'est pour un tout petit objet sur une page, ça va peut-être pas se voir, c'est discret, mais il y a une cassure parce qu'il n'y a qu'une seule moitié de tangente. Vous connaissez le principe de la tangente, hein? De chaque côté du point d'ancrage, il y a une moitié de tangente. Alors, avec mon autre système de la micro-tangente, quand je zoome, je n'ai pas de cassure. Pourquoi? Parce que de chaque côté du point d'ancrage, il y a une toute petite moitié de tangente qui assure que le segment courbe suivant soit dans le prolongement du précédent. Voilà, donc l'intérêt de la technique de la micro-tangente. C'est vrai que pour les petits objets sur une page, la technique de la suppression de la deuxième moitié de tangente pourrait passer. Mais je vous ai dit, 3D ou grand objet, vu en grand, cassure visible, ça se sent, vous connaissez tout ça. Si vous êtes un peu observateur, vous avez déjà vu ce genre de choses. Alors ici, je vais agrandir le plan de travail. Je prends l'outil plan de travail et je prends la poignée cette fois-ci à droite. J'agrandis par la droite. Bon, finalement, j'obtiens un document qui fait 448 mm sur 335, donc 44 cm sur 33. Mais si je veux que toute ma superbe illustration là qu'on voit là dans tout le document apparaisse sur une page A4, il suffira que je l'amène dans InDesign et que je la redimensionne sur une page A4. C'est la solution. Donc c'est vraiment une référence, le plan de travail. Mais il va de toute façon, on peut s'en éloigner après, une fois que l'illustration est faite.
Alors, je continue avec la plume. Je vais donc activer d'abord la flèche blanche et puis j'active la plume. Et ici, je montre une espèce d'hybride en fait. Alors, je clique, clique et glisser, c'est une petite tangente, touche commande, j'ajuste. Clique et glisser, touche commande, j'ajuste. Clique et glisser, touche commande, j'ajuste. Et donc visuellement, je fais en sorte que ce soit dans le prolongement, les deux segments courbes soient dans le prolongement l'un de l'autre, sachant que mathématiquement, ils seront de toute façon dans le prolongement l'un de l'autre. Mais enfin, il faut quand même que visuellement, ils le soient aussi. Voilà. Et alors, à un certain moment, je vais faire expressément Alt-clic sur le point d'ancrage pour supprimer la deuxième moitié tangente, parce que c'est exprès, je veux redémarrer dans un sens complètement différent. Petite tangente, touche commande, j'ajuste. Voilà. Alt-clic, petite tangente, touche commande, j'ajuste. Donc il est évidemment permis de faire des changements de direction dans la brutaux, dans la progression du tracé. Ben oui, c'est des pleins et des déliés qu'on appelle ça en dessin. Et pour faire le tour d'objet, c'est évidemment nécessaire d'y arriver. Il faut passer par là. Donc, touche Alt, je clique sur le dernier point et je peux redémarrer dans un autre sens. Touche commande, j'ajuste. Et puis je vais terminer ici, comme ceci. Voilà. Donc là, je pense que vous êtes parés pour faire tout type de dessin, en fait, avec les outils vectoriels. Avec la flèche blanche, je clique à côté de l'objet pour le désélectionner, mais il était déjà. Je clique sur l'objet et j'ai les différents segments de courbes qui sont là. Si je veux supprimer un segment courbe, je le sélectionne avec la flèche blanche. Touche suppression du clavier et voilà. Attention, si j'appuie sur suppression à nouveau, tout va disparaître parce que après avoir supprimé un segment, tous les autres points se sont sélectionnés. Ils sont plus creux. Je clique à côté, je vais aussi modifier, supprimer ce segment-là. Je clique sur lui avec la flèche blanche, touche suppression. Attention, avant de cliquer une seconde fois sur supprimer, donc je clique à côté. Alors il y a un point qui est resté là, qui n'a pas de couleur. D'accord? En affichage par tracé, menu affichage tracé, vous visualisez les constructions sans couleur et vous voyez les points perdus et vous pouvez les supprimer. Et je repasse en affichage aperçu. Voilà. Si votre ordinateur vous propose deux types d'aperçus, une fois que vous êtes en affichage tracé et que vous retournez dans affichage pour réenclencher l'aperçu, il vous propose l'affichage CPU qui utilise le processeur de l'ordinateur et l'affichage GPU qui utilise la carte graphique. L'affichage GPU est plus rapide. Si vous l'avez, c'est celui-là qu'il faut choisir. Sauf que parfois il foire et on doit repasser en affichage CPU, qui est moins rapide mais plus fiable. Donc, vous avez donc l'explication pourquoi est-ce que sur certains ordinateurs, vous avez deux types d'affichage. À mon avis, à cause du projecteur qui est connecté à mon ordinateur, il ne me le propose pas. Mais vous l'avez, je pense, ça je l'ai vu. Et il y a même un truc bizarre, c'est que sur certaines machines qui sont censées être identiques aux autres dans le labo ici, ça n'est pas disponible. Bizarre. Alors on va aller sur le web chercher une image qu'on va détourer en fait. Donc sur le web, vous pouvez taper ceci dans Google, images, microcar, j'ai mis entre guillemets public domaine. Faites ça parce qu'on va tous travailler sur la même image, sinon on ne va pas s'en sortir. Sauf peut-être ceux qui sont déjà habitués à Illustrator peuvent essayer avec une autre image et de toute façon, ils regardent pour apprendre éventuellement certaines choses. Donc microcar entre guillemets public domaine écrit comme ça. Dans la partie images des outils de recherche, j'ai demandé des images supérieures à 2 mégapixels. D'accord? J'ai demandé les photos uniquement. Et j'ai demandé, ah tiens, j'ai mis ça aussi. Ok, bon, j'ai fait double emploi, j'ai demandé réutilisation et modification autorisée. En tout cas, voilà, je vais utiliser cette image-là qui vient de Wikipédia. Cette photo. Et je vais la redessiner. Alors on pourrait se dire, tiens, je peux utiliser des photos
même si elles ne sont pas dans le domaine public, même s'il y a des droits d'auteur dessus, si je redessine par-dessus, c'est plus une photo, c'est un dessin, donc c'est bon. Eh bien non, pas du tout. Un dessin fait d'après une photo qui est sous droit d'auteur, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais celle-ci n'est pas sous droit d'auteur, c'est du Wikipédia. Mais sachez-le, hein, le droit d'auteur, c'est pas si simple que ça. Vous ne pouvez pas faire des dessins au départ de photos que d'autres ont fait, même si elles sont, voilà, si elles sont sous droit d'auteur, il faut respecter ça. Par contre, ce que les gens, les graphistes font, c'est des bases documentaires. Ils prennent des photos du même objet prises par différents photographes ou de la même architecture, et puis ils redessinent, ils réinventent un angle de vue de l'objet, ils le redessinent sous un angle qui correspond à aucun des angles qu'on voit sur les photos qui sont sous droit d'auteur. Vous voyez, c'est une base documentaire, c'est différent. Là, c'est permis. Vous pouvez utiliser pour vous documenter, pour savoir comment dessiner un objet. Vous pouvez utiliser des photos qui sont sous droit d'auteur, bien entendu, mais pas décalquées. Mais là, vous allez avoir un cours de droit d'auteur qui va vous expliquer tout ça en détail. Alors, j'enfonce la touche commande, je clique sur l'image. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Je clique sur afficher l'image pour avoir quand même l'image en haute définition. Là voilà, quand je clique avec la loupe, je vois que c'est de la haute définition, mais en fait ça n'a pas une grande importance parce que ça pourrait être aussi une petite image, même pixelisée, si c'est juste quelque chose qui me sert de base pour dessiner, pour décalquer, ça va. Je peux décalquer cette image, je vous rappelle, parce qu'elle est du domaine public, elle est de Wikipédia. J'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui, c'est une image JPEG, voilà, et je vais dans Illustrator. Alors, vous avez l'image sur le disque dur. Alors, je vais faire dans Illustrator fichier ouvrir, et je vais chercher l'image JPEG. Voilà. Dans le dossier B1A1, j'ai remis au bon endroit parce qu'elle n'était pas vraiment au bon endroit quand je l'ai enregistrée. Mais voilà. Et voilà l'image qui arrive là sur un document Illustrator. Ok, donc ceux qui connaissent Illustrator, vous voyez pas de problème là? Il y a un gros problème. Le problème, c'est qu'on ne fait jamais ça. Quand on ouvre une image pixel dans Illustrator, on ne l'ouvre pas en faisant fichier ouvrir. On doit l'importer en fait. Pourquoi? Ben parce qu'en faisant fichier ouvrir, ben oui, Illustrator m'a créé un document pour quand même pouvoir me montrer l'image. Même si c'est pas un document Illustrator, il a été intelligent, il m'a créé un document, il m'a mis l'image dedans. Mais, regardez ce qui se passe avec la palette nuancier, elle est complètement vide. Et c'est le cas de toutes les autres palettes. La palette des symboles, par exemple, est complètement vide. La palette des styles graphiques aussi. La palette des formes. Enfin bref, tout est vide dans ce document. Il faut que je remplisse tout moi-même. Je ne peux pas démarrer de ce qui est proposé par Illustrator quand je fais normalement un document. D'accord? Donc c'est pas bon en fait. En fait, Illustrator a fait un document sans se baser sur aucun profil de document de départ. C'est juste un document super vierge avec juste l'image dedans. C'est pas bon, donc on va fermer. Voilà, on ferme l'image. Et on va créer, avant d'amener l'image dans Illustrator, on va créer un document. Alors, fichier nouveau. Donc, document profil impression, par exemple, A4 horizontal, voilà. OK. Et ce document, ah tiens, je l'ai laissé en CMJN. Ok, je ferme, je recommence. Je vais le mettre en RVB quand même, ce sera mieux, voilà. RVB. Donc, document A4 paysage. Oui, il est inscrit personnalisé dès que je mets RVB. C'est pour indiquer le petit point d'exclamation que je me suis éloigné du profil impression aussi. Ok. Et donc, ce document contient plein de choses dans les palettes. La palette nuancier est remplie, la palette style graphique, etc. Donc, c'est quand même mieux. Ok. Et il faut faire fichier importer. Et je vais chercher l'image JPEG. Alors, vous voyez ici qu'on a l'option lier. Ça veut dire qu'en permanence, Illustrator regardera ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Il faut la laisser cocher. C'est comme ça que InDesign fonctionnait aussi. On avait vu, je pense, que quand on modifie l'image, ça se met à jour dans InDesign.
Si on ne l'avait pas vu avec vous, vous allez recevoir la vidéo qui explique ça. Donc c'est très bien que ce soit lié. Mais ça veut dire qu'il faut que l'image reste dans le dossier à côté des documents Illustrator pour que le document Illustrator fonctionne. Parce que le document Illustrator a recours à l'image, c'est une de ses ressources. Donc vous laissez lier coché, vous importez. À partir de là, l'image est dans le curseur. Quand vous cliquez, vous avez l'image qui arrive à la taille qui est prédéfinie dans le fichier de l'image en centimètres. La taille en centimètres. Ce n'est pas bon, on annule, parce que parfois ce sera très très grand. Et on va faire comme dans InDesign. On va faire un cliquer glisser au moment où on importe. Alors j'y vais, fichier importé. Voilà. Je fais un cliquer glisser pour déterminer la dimension à laquelle je veux mettre l'image. Une fois que l'image est là, quand elle est sélectionnée, je vais pouvoir l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Alors les diagonales qu'on voit là, elles indiquent qu'il s'agit d'un fichier lié, que Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur disque dur. Ça veut dire que je vais pouvoir ouvrir l'image dans Photoshop et lui mettre des calques de réglage, etc. Sauf que ça ne marchera pas sur un fichier JPEG, il vaudrait mieux que j'utilise un fichier Photoshop dans Illustrator, comme on avait vu dans InDesign, mais bon, ça on peut encore corriger après. En tout cas, je prends l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule enfoncée, je vais pouvoir modifier la dimension. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Les proportions sont gardées. Voilà. On peut redimensionner après l'avoir importé. Évidemment, on peut redimensionner l'image. Alors, le tracé, je ne vais pas le faire sur l'image telle qu'elle. Alors, on va aller dans la palette des calques. Dans la palette des calques, je vais éventuellement verrouiller le fichier. Comme ça, si je dessine au tracé par-dessus, ça ne bougera pas par erreur l'image, ce serait catastrophique. Mais je vais faire mieux que ça. Je déverrouille. Je vais faire en sorte que tout le calque soit verrouillé et qu'en plus, l'image s'affadisse pour que je vois mieux les tracés par-dessus. C'est une image qui finalement ne va pas sortir à l'impression, à la sortie RVB non plus pour les tablettes et écrans. Elle ne va pas sortir, ça va être une image qui me sert juste de modèle. Donc finalement, je n'ai pas verrouillé le fichier parce que je vais faire mieux que ça. Je vais carrément verrouiller tout le calque et le transformer en calque modèle. Et pour faire ça, vous double-cliquez à droite du nom du calque. Vous avez les options de calque. Vous allez cocher modèle. Vous voyez que d'office, l'option imprimer se décoche. Ça ne sortira pas à l'impression. C'est juste un modèle. Et en plus, il y aura un estompage des images à 50%. Je clique sur OK et voilà. Alors, vous avez, à la place de l'œil qui était en face du calque, vous avez maintenant un cadre pour indiquer que c'est un calque modèle. Il est verrouillé, laissez-le verrouiller. Et on va dessiner sur un calque au-dessus, un calque qu'on va créer pour dessiner à la plume. Alors, si l'estompage est trop fort ou pas assez, vous pouvez encore double-cliquer sur le calque et aller modifier l'estompage ici. Par exemple, en indiquant 70%, OK, j'ai un estompage moins fort. Si j'indique 30%, OK, j'ai un estompage plus fort. Bon, finalement, pour cette image-ci, je pense que 50%, ça convenait, mais vous voyez que d'une image à l'autre, pour avoir une image affadie qui va mieux me montrer les tracés que je fais, vous avez la possibilité d'aller modifier la valeur d'estompage du calque modèle. Je vais enregistrer le document ici et indiquer que c'est voiture-01. Oui, c'est un autre document. Pas voiture, idiot. Voiture. Voilà. Bien, je vais fermer le calque, c'est-à-dire avec la petite flèche ici, je ne vois pas le contenu, j'en ai pas besoin. Et je vais créer un nouveau calque. Donc dans la palette des calques, je vais aller cliquer sur l'icône du bloc de feuilles ici. Et voilà un nouveau calque sur lequel je vais dessiner. Et donc je suis censé faire le tour de la voiture avec la plume. Et donc je vais le faire ici. Alors, je prends la plume. Pour avoir le pointeur précis, j'enfonce la touche verrouillage majuscule sur le clavier. C'est la touche qui est juste à gauche de la touche Q sur le clavier AZERTY. C'est toujours la plume, sauf que c'est une croix. Et alors je vais faire le tracé rapidement ici. Et c'est vraiment l'exercice à faire. Et je vais vous montrer que j'utilise le système de Adobe. Donc d'abord je vais zoomer, parce qu'il y en a souvent qui font le tracé de loin, et alors c'est imprécis.
je vais zoomer. Et bien sûr, pendant que je fais le tracé, je vais régulièrement enfoncer la barre d'espacement et bouger. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est d'activer la flèche blanche avant d'aller chercher la plume. Ok, j'active la flèche blanche, je prends la plume. Comme ça, quand j'enfonce la touche commande, c'est bien la flèche blanche qui arrive. Parfait. Je lâche la touche commande. Alors, clic. Alors, je vais peut-être aller changer la couleur du calque, parce que rouge sur rouge, vous voyez, les vecteurs sont rouges, et c'est pas génial. J'annule, CTRL Z, commande Z, je double-clique sur le calque, je vais aller mettre autre chose, du vert foncé par exemple, ok. Alors, clic. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Alors, j'ai un tracé avec un fond blanc et un cadre noir. C'est très mauvais, j'enlève le fond et le contour. Le contour noir et le fond blanc, je l'enlève parce que je veux un tracé qui n'a pas de couleur pour l'instant. Sinon, ça m'empêche de bien voir ce que je fais. Ok, je continue. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt, je vais casser la tangente ici. Oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, ça je pense. Hein, qu'on peut casser la tangente pour la rediriger dans le sens où ça va aller. Avec la touche Alt, qui est en fait le raccourci de l'outil de conversion, l'outil spécial qu'on a là. Mais je ne quitte pas la plume, sinon ça va interrompre le tracé. C'est ça l'astuce. Il faut toujours que j'appelle la touche commande, la flèche blanche avec le raccourci, également l'outil de conversion avec la touche Alt. Ok, là je continue. Je fais un clic parce que c'est une droite. Alors, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Ah non, pas clic, j'annule. Quand on fait un tracé, il faut régulièrement annuler parce qu'on s'est gouré. Vous voyez que c'était courbe en fait ce truc. Je fais un commande Z et puis je fais micro-tangente, touche commande, j'ajuste et j'ai une courbe comme ça. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Clic et glisser, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt, je casse la tangente, je la redirige dans le sens où ça va aller. Clic. 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 Bon, celle-là est facile de voiture. Hein, mais elle est surtout très moche. Alors, là, je viens de faire une tangente, mais ça ne s'ajuste pas bien à la courbe, donc je peux replacer le point avec la touche commande. Allez retravailler la tangente. Alors l'idée, c'est d'avoir le moins de points possible, évidemment, parce que plus vous mettez de points, plus c'est imprécis. Il faut faire des courbes pures. Alors bien sûr, on verra plus tard qu'il y a possibilité de vectoriser, c'est-à-dire quand vous avez un dessin ou un objet qui se détache bien de son fond, on peut éventuellement vectoriser, demander à Illustrator de faire les vecteurs tout seul. Mais dans le cas de cette image ici, c'est difficile parce qu'elle est sur un fond très texturé, cette voiture, le détourage automatique ne va pas marcher. Alors, il n'est pas interdit, si c'est une illustration qui n'est pas technique, hein, qui est juste graphique, de laisser tomber certaines choses. Par exemple, les amortisseurs là en dessous, je laisse tomber carrément. Voilà. Ah tiens. Ok. Il y a un truc bizarre là au niveau de la voiture. Il faudrait peut-être que j'aille revoir la photo originale qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Ouais. Bon, je vais laisser tomber, je vais redessiner. On va dire c'est graphique. Voilà. Touche Alt, je casse la tangente, je la redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Donc, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Alt, je redirige dans le sens où ça doit aller. Ah, là, le tracé a été interrompu. CTRL Z, commande Z, j'annule. Je vais recliquer sur le dernier point. Voilà. Et micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Je repositionne. Je laisse tomber certaines parties. Je vous ai dit, ça va être graphique. Il n'y a personne, il n'y a pas un technicien qui va venir me dire, tiens, il manque 2 cm de la voiture là. Mais parfois, on fait du détourage qui va servir pour des gens techniciens.
Et bien entendu, là, il faut respecter vraiment le tour. Hein. Il ne faut pas laisser tomber une partie juste parce que vous n'avez pas envie de la faire. Si vous faites une encyclopédie, par exemple, que ce soit en ligne ou... ah oui, donc là, je me suis gouré parce qu'en fait, ceci est un pare-choc qui reflète la végétation. Donc j'étais en train de dire, si vous faites une encyclopédie, et c'est important que les objets soient bien détourés, bien sûr. Alors là, je fais CTRL-Z, voilà. Touche Alt, je vais rediriger dans le sens où ça doit aller. Je crois que je dois quand même recliquer sur le dernier point parce qu'il ne va pas le prendre sinon. Voilà. Il est permis de se gourer. Alors il y a une autre technique qui consiste à faire le détourage en plusieurs parties et puis grâce à ce qu'on appelle le Pathfinder, on réunit tout ensemble. Donc là, j'ai pris le parti ici, l'option de faire tout le tour de la voiture. Mais il y a possibilité de faire les différentes parties de la voiture et de réunir tout ça en une seule forme avec le Pathfinder. Ceux qui connaissent Illustrator ont certainement entendu parler du Pathfinder. Voilà, et je vais fermer le tracé. Voilà. Ce n'est pas facile du tout quand on est débutant. Il y a des gens qui détestent Illustrator à cause de ça. J'enregistre le document. Voilà. Et on va garder le document pour la fois prochaine où on va étudier plein de nouvelles choses dans Illustrator. Avec ce tracé, on va faire un masque pour ne faire apparaître que la voiture et pas son décor. Mais on va aussi faire d'autres tracés sur les phares de la voiture, etc. de manière à recréer une illustration de la voiture au départ de cette photo. On verra aussi les formes, c'est-à-dire les pinceaux qu'on peut mettre sur les tracés. On verra les fonds multiples, les contours multiples. On verra le texte. Donc il reste encore 6 heures de cours Illustrator. C'est une micro-initiation en 8 heures à Illustrator. Franchement, Illustrator, on pourrait me dire, tiens, tu prends ces étudiants, pendant 25 jours tu leur apprends Illustrator. Je n'aurai aucun problème parce que c'est quand même très vaste. Moins vaste que InDesign, mais c'est très vaste Illustrator. Et alors sur le marché de l'emploi, il faut savoir que les gens qui connaissent bien Illustrator sont recherchés parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils connaissent Illustrator, alors on leur fait faire un petit test là pour vraiment savoir avant de les engager s'ils connaissent. Ils se plantent lamentablement et voilà, c'est quand même vaste tout ce qu'on peut faire dans Illustrator.